Bien, merci beaucoup d'être venus par milliers en ce vendredi soir d'Air du Corona assister à cette table ronde qui est filmée et qui donc sera accessible après sur Internet. Je rappelle le titre de cette table ronde: comment assurer la sécurité et la data privacy au sein de votre digital workplace et de vos outils collaboratifs mobiles. Voilà, il y a plein de mots anglais, donc je vais le répéter. Comment assurer la sécurité et la sécurité des données de l'entreprise et le respect des données privées au sein de votre environnement numérique dans votre entreprise et de vos outils collaboratifs mobiles. Voilà. Alors, juste avant cette table ronde, il y en avait une autre sur les outils de la Digital Workplace. Et donc, ça a été intéressant parce qu'on s'est rendu compte que dans la salle, l'expression Digital Workplace était en fait... personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. Et en fait, bon, c'est un environnement numérique. Mais j'ai demandé du coup à chaque intervenant de me donner une définition. Et c'était assez amusant puisque c'était un lieu, une plateforme, un environnement. Enfin, c'était du vocabulaire géographique. Voilà, c'est vraiment un nouvel espace. Il y a eu espace. Et donc, ce n'est pas en fait un outil, mais un ensemble d'outils qui en fait représente même la cafette, l'armoire fermée à clé, voilà, le lieu de conversation, l'archivage. Voilà. Bon. En tout cas, vous pourrez critiquer cette définition si vous... Mais je préférais commencer par là. Voilà. Et donc, je vais d'abord demander à nos intervenants de se présenter, de présenter leur entreprise comme ils le souhaitent, parce que comme ça, on les connaîtra bien. Voilà. Et commençons par Sophie. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis effectivement Sophie. Je travaille chez WIMI. Alors, WIMI, c'est une plateforme de collaboration en mode projet. Donc l'idée chez WIMI, c'est de réunir toutes les briques essentielles aux équipes qui travaillent sur des projets pour qu'elles soient efficaces et qu'elles aient tous les outils à portée de main. Chez WIMI, on a des clients très très variés, de la PME au grand groupe, l'entrepreneur jusqu'au labo de biotech. Et puis récemment aussi, on a de plus en plus d'organismes du secteur public, parce que WIMI donc, est une plateforme française hébergée en France, donc on est sur un cloud de type souverain. Donc on reparlera tout à l'heure de sécurité, c'est une des briques aussi de la sécurité. Et donc on a de plus en plus de personnes dans le secteur public, dont l'Assemblée nationale, le Sénat et plusieurs ministères. Est-ce que ça vous suffit? Vous voulez plus de détails? Parfait, ouais. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Forêt, je suis le fondateur de la plateforme Waller, qui est une société comme WIMI française, et également très attachée à la souveraineté numérique, et évidemment à la sécurité, je dirais même la cybersécurité de nos données. Ça c'est un grand sujet. Alors Waller, nous on équipe aussi un grand nombre d'organisations, vraiment c'est vraiment très hétérogène. On a par exemple des associations, des grandes écoles, on a l'école polytechnique qui utilise Waller, Sciences Po qui lance sa plateforme à la rentrée, ça c'est pour l'enseignement supérieur. Après on équipe des entreprises, la BNP, on équipe l'industrie, et puis on équipe les institutions aussi, parce que je crois que tout ce qui est GovTech, c'est-à-dire les technologies qui sont demandées par les États en réalité, sont attachés aujourd'hui de plus en plus à cette notion de sécurité et de conservation de la propriété de la donnée. Et donc nous on équipe aussi un certain nombre de ministères, comme le ministère des Armées, c'est assez emblématique donc j'en parle. Voilà, Waller c'est une plateforme collaborative très complète, à la fois aussi très simple, mais qui a mis la sécurité et la sécurisation des données au cœur de sa conception et au cœur de son design depuis toujours. Bonjour, donc moi je suis Ludovic Dubos, je suis le fondateur et PDG de la société XWiki. XWiki c'est aussi une société française, européenne, j'aime bien dire aussi. Quand on parle de souveraineté, de mon point de vue, je l'entends au sens européen de la souveraineté. Et c'est une société qui a 16 ans, qui est un éditeur de logiciels libres. Donc on a une spécificité, c'est qu'on fournit tout ce qu'on fait sous forme de logiciels libres.
Et on fait des logiciels collaboratifs. En fait, on fait 2 logiciels. Un premier qui s'appelle XWiki, même nom que la société. Et c'est une plateforme de gestion de connaissances et de partage d'informations qui a un certain succès. Elle est par exemple utilisée par Amazon, donc on vend aussi à l'international et on a réussi à avoir des références internationales comme Amazon, comme Lenovo par exemple. Et en France, on travaille aussi, le logiciel XWiki est aussi utilisé par des grands groupes comme Score, mais aussi par des PME et par 7000 organisations qui peuvent l'installer, qui l'ont installé sous forme de logiciel libre. Et on fait un deuxième logiciel qu'on a démarré il y a quelques années et qui s'appelle CryptPad et qui a la particularité d'être un logiciel qui chiffre complètement toutes les informations qui circulent dans le logiciel. Et en fait, on l'a développé parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un vrai problème de vie privée et de sécurité de la donnée. Et, donc pour simplifier, CryptPad, c'est un Google Docs chiffré. Utilisable aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Donc il peut être utilisé par tout un chacun parce qu'il y a un usage gratuit sur Internet de cet outil qui chiffre les données de bout en bout afin d'en garantir la sécurité. Bonjour à tous, Olivier Dobels. Je suis consultant au sein de la société Eliadis avec une spécialisation en fait sur les questions de gouvernance des données, ce qui comprend aussi leur sécurité. Alors nous, Eliadis, on a près de 20 ans d'expertise sur les technologies et les changements collaboratifs. On travaille principalement avec les solutions Microsoft. Donc, j'entends venir déjà les hurlements sur la question de la souveraineté. Oui, mais non, puisqu'on développe aussi un réseau de partenaires qui permettent, on en parlera tout à l'heure, justement de pallier cette question de la souveraineté des données lorsqu'elles sont chez Microsoft. Notre range de clients est également assez large. Historiquement, on a beaucoup de travail de grands comptes qui ont assez tôt, en fin de compte, intégré les techniques collaboratives, que ce soit d'abord sur les technologies on-prem avec technologie IBM, puis ensuite dans le cloud. On travaille notamment dans l'industrie automobile, dans le secteur bancaire, également dans le secteur pharmaceutique. Et en fait, c'est justement au contact de ces clients que la prise de conscience de la dimension centrale de la gouvernance, tant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de changement et de transformation de l'entreprise, est devenu en fait un des cœurs de métier d'Eliadis. Bonjour, moi c'est Xavier Lecomte, je suis le fondateur de la société Watcha. Donc Watcha, c'est une plateforme collaborative. Donc très simplement en termes de services, on propose de la messagerie instantanée, du drive partagé, de la voix, de la visio et de l'édition collaborative. L'idée c'est vraiment d'apporter le nécessaire et suffisant pour le travail en équipe. On a 2 différenciants, on vise l'extrême simplicité. On a constaté là pendant que les phases de confinement que 50% des télétravailleurs avaient des difficultés à utiliser les solutions en place, donc on va vraiment essayer de se différencier par rapport à ça. Clairement notre modèle en termes d'ergonomie c'est WhatsApp, donc ça c'est vraiment le premier axe, la simplicité. Et le deuxième gros différenciant qu'on va aller chercher c'est la sécurité, et je crois qu'on partage pas mal de valeurs Ludovic sur cette approche, à savoir la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout dès que c'est possible. Et puis se baser sur des solutions open source, parce que la sécurité, c'est bien beau de la déclarer, mais encore faut-il la prouver. Pour la prouver, rien de tel que d'avoir du code ouvert, libre, qui est largement audité et supporté par une communauté de développeurs. Ça, c'est vraiment mon approche de la sécurité. On aura l'occasion d'y revenir. C'est le thème du sujet. Voilà, donc 2 différenciants, grosse simplicité, extrême simplicité et haut niveau de sécurité. Et puis la particularité, on n'est peut-être pas les seuls par rapport à ça, mais on est vraiment sur une stratégie d'accès marché en indirect, donc on cherche vraiment à constituer des réseaux de partenaires, et là on commence à travailler avec Bouygues Télécom, notamment au niveau des cibles des collectivités. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors j'ai une première question qui est assez large, assez globale, et qui est pour Olivier Dobels d'Eliadis.
Voilà, depuis quelques mois, nous sommes beaucoup à être complètement bloqués chez nous et dans des entreprises qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, dont l'informatique était juste un outil, tout d'un coup se retrouvent avec un poste de travail en mobilité connectée, créé de toutes pièces, enfin, qui n'a pas été prépensé, qui n'a pas... Et donc, en fait, on a dû se retrouver à travailler à distance en utilisant des outils au pif pour beaucoup. Et en fait, on a donc semé des données. Et moi, ma question, c'est quand il n'y a pas pour une société qui n'a pas de directeur des services informatiques et qui est obligée de passer comme ça assez rapidement à beaucoup de mobilité, comment sécuriser les données de l'entreprise, comment sécuriser les données d'une digital workplace et comment contrôler les accès à cette digital workplace. Voilà, c'est la question. Quelle est la réponse à quelqu'un qui... Alors, ma première réponse, c'est celle-ci, c'est que ça ne concerne pas que les sociétés qui n'ont pas de DSI. Effectivement, la crise sanitaire que nous vivons a été un accélérateur formidable d'adoption d'outils collaboratifs pour pouvoir continuer à travailler à distance. Et se sont très vite révélés, à mon sens, deux caractéristiques. D'une part, le fait que ce changement ait été assez largement subi, soit que les projets commençaient à naître mais que le rythme a été bouleversé, soit tout simplement que les projets n'étaient pas encore agendés ou complètement mûrs avant d'être déployés. Le deuxième point, et vous avez entièrement raison, c'est la question effectivement de savoir comment on garantit la protection des données, qui sont quand même aujourd'hui l'actif le plus central d'une entreprise. C'est ce qui crée la valeur ajoutée. Dans un contexte justement où les DSI ou sinon les entreprises se rendent compte de l'hétérogénéité de leur parc, se rendent compte de l'utilisation du BIOD, se rendent compte éventuellement d'ailleurs par moment d'utilisation de Shadow IT, donc vraiment d'outils parallèles, qui en temps normal peuvent être des drivers de changement d'ailleurs, mais qui dans ce contexte-là a assez rapidement posé des problèmes. Alors, d'un point de vue technique, comment on fait? La réponse elle est simple. Tout problème technique, quasiment tout problème technique a une solution technique. Donc, à la limite, l'enjeu, il n'est pas sur la technique, l'enjeu, il est sur la transformation des usages. Et la transformation des usages en matière de sécurité de données et de gouvernance des données a cela de particulier que, en fait, là où un changement peut se nourrir d'appropriation créative, d'ambassadeurs, de laisser d'une certaine manière une marge de liberté aux utilisateurs pour vraiment s'approprier leurs outils, en matière de sécurité et de gouvernance, on est obligé d'imposer des règles qui viennent généralement a posteriori. Et nous, on s'en est rendu compte, par exemple, sur le déploiement de Teams auprès de nos clients, c'est qu'on a été assez largement sollicité sur un côté help. J'ai déployé Teams auprès de mes utilisateurs, mais je ne contrôle plus mon outil. Avec des utilisateurs qui disent enfin Teams c'est bien, mais alors là je suis complètement noyé dans mon stock d'équipe, dans mon stock de canal. J'ai des documents, on m'avait promis, la promesse du collaboratif, c'est que justement je rationalise ma donnée grâce à la coédition. J'ai toujours mes 4 versions différentes qui sont irréconciliables. Bref, tout cela traduisait le fait que, avant même de répondre d'un point de vue technique, il faut répondre d'un point de vue de plan de stratégie, de plan de changement. Et en cela, cette question du changement, nous on a une méthodologie chez Eliadis qu'on applique, sur laquelle on est certifié, et qu'on a réussi à décliner justement sur la question de la gouvernance de données. Donc pour nous, c'est d'abord une question de transformation, c'est d'abord une question de change management, avec en parallèle naturellement la mise en place d'outils, mais enfin on les connaît tous, c'est du chiffrement. Est-ce qu'on fait du chiffrement interne sur la plateforme que nous sur laquelle on est partenaire, ou est-ce qu'on utilise des clients tiers ou des solutions tierces? Les deux sont possibles. Mais pour nous, le cœur de la problématique, elle est d'abord sur le cœur de transformation de la perception de la donnée, transformation de la perception de la gouvernance de la donnée, qui est en fait
votre stratégie de valorisation de l'information, donc la stratégie de valorisation de votre actif le plus important de l'entreprise. D'accord, merci. Alors, Thomas, deuxième question pour vous. Vous avez parlé de souveraineté numérique en présentant, voilà, c'est un concept d'abord politique. Moi, je l'avais entendu pour la souveraineté numérique européenne par rapport aux États-Unis. C'est un concept aussi industriel et ça peut concerner aussi des PME. Donc, comment en faire quelque chose de concret? C'est la suite de la réponse. Comment faire quelque chose de concret dans l'entreprise, et notamment avec des... Alors du coup, comme je sais que vous développez un réseau social d'entreprise, comment faire pour qu'il soit vertueux de ce côté-là? Et aussi, une autre partie de la question, c'est qu'on est utilisateur dans notre vie, et en général utilisateur pas du tout conscient de WhatsApp, de Facebook, etc. Et en fait, peu à peu, l'entreprise va vers ce type de rapport aux outils, instantanés, immédiats, etc. Comment faire, je veux dire, par rapport à un intranet traditionnel dans lequel on se connecte sur un truc compliqué qui diffère beaucoup de l'expérience client. Là, ça va se rapprocher. En fait, le collaborateur va vivre à peu près la même expérience que le client ou le grand public. Est-ce que c'est dangereux ce rapprochement? Comment l'assurer de manière sécurisée, enfin, vertueuse? Merci pour vos questions. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, je sais. J'essaie de c'est pour les que vous trouviez le bon angle et après... Sur la souveraineté, d'abord, pour partir du haut, moi je distingue la souveraineté française de l'indépendance européenne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir de la souveraineté dans notre pays. La souveraineté, d'abord, c'est la souveraineté d'une nation, hein, d'un point de vue juridique. Et avoir en même temps la souveraineté d'un ensemble de pays. Ça, c'est pas compatible. Donc il faut que nous choisissions soit le modèle américain, qui sont des États unis, soit le modèle européen avec une différence de différentes nations qui gardent leur souveraineté. Cependant, là où vous avez raison, c'est que jouer seul en matière technologique en Europe, c'est ridicule. Et donc il faut que nous tissions des alliances entre nos États, que nous unifions, et c'est ce qui s'est fait par exemple avec le RGPD. Il faut que nous unifions notre force de frappe vis-à-vis des États-Unis, mais pour viser non pas une souveraineté, ou en tout cas des souverainetés, mais une indépendance vis-à-vis des systèmes GAFAM. Alors non pas que les Américains, là je voudrais dire ça tout de suite, non pas que les Américains soient les grands méchants, hein, c'est pas la question, mais ça, nous ne nourrissons pas notre économie, ni notre intelligence, ni notre capacité à développer de la technologie, à ne choisir des outils qui ne sont qu'américains, et nous ne faisons que, renforcer la dépendance que nous avons vis-à-vis de ces pays. Et c'est un danger parce que quand on est dépendant, on est aussi dépendant des décisions potentiellement politiques, mais on est aussi dépendant des lois. Et vous savez que Donald Trump a promulgué le Cloud Act, qui en fait autorise les services américains à aller regarder ce qui se passe dans les clouds des sociétés américaines, donc les clouds Microsoft par exemple, même si ces clouds sont hébergés sur le territoire européen ou n'importe où. Donc ça, c'est quand même un scandale. Hein. Pardon, mais je m'arrête 2 secondes dessus. C'est quand même un scandale. Donc premièrement, il ne faut pas choisir de cloud américain. Si on veut être souverain. Vous m'avez posé la question, hein? Ouais. Je réponds à votre question. Non, si on s'en fout, on peut choisir un cloud américain, c'est pas un problème. Mais si on veut être souverain, si vous imaginez par exemple la Veolia, qui sont en pleine affaire avec Suez, là, qui sont en train de créer un géant énergétique en Europe. Veolia, ils sont sur un cloud chez Google. Tout va bien. Donc c'est-à-dire que les types bâtissent une industrie souveraine, une industrie stratégique, et mettent toutes leurs données à l'étranger. Voilà. Bon. Donc ça, c'est pas sérieux. Si vous voulez, c'est pas sérieux une seconde. Alors Dieu merci, sur le marché européen et sur le marché français, il y a des sociétés qui ne sont pas non plus que des start-up. Vous avez par exemple des fournisseurs d'accès, enfin des fournisseurs d'infrastructures, pardon, qui sont en train de faire alliance en ce moment avec le projet Gaia-X. Il y a vraiment des très beaux fleurons en France, comme OVH Cloud par exemple. C'est pas les seuls, hein. Et donc il faut chercher, ça c'est la première couche de la sécurité, c'est l'indépendance, de la souveraineté dans l'hébergement et dans les outils que nous choisissons. Alors après... Vous préconisez ça pour une PME, même qui n'a pas de... Voilà. Justement, l'enjeu, c'est pas
que les grosses entreprises ou les États. L'enjeu, c'est notre tissu d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, nos ETI. Et pour cela, il faut donner des solutions clés en main. Et les solutions clés en main, il faut choisir celles qui ont été bâties autour de ces concepts de sécurisation de la donnée. Comme WIMI, c'est un très bon exemple. Comme Waller, je ne fais pas ma publicité, mais il y en a d'autres qui ont décidé de bâtir ce qu'on appelle la troisième voie numérique, c'est-à-dire la voie européenne. C'est la voie du respect de la donnée, c'est la voie aussi du respect de la correspondance, de la liberté, etc. Donc c'est un peu philosophique aussi. Mais dans la pratique, dans l'IT, il y a des outils très concrets qui vous garantissent ça. Je pense que le monde du libre est aussi une bonne solution, puisque quand vous installez des logiciels libres, vous les installez où vous voulez. Donc vous êtes souverain de vos datas. Et pour les PME, c'est aussi une bonne solution. Voilà. Et pour répondre à votre dernière question qui était plus sur les usages, oui. Si je l'ai bien comprise, c'est de dire comment on passe du monde B2C où on est tous habitués à des technos ultra simples. Oui. Et on se retrouve dans l'entreprise parce que c'est sécurisé. Alors, vous devez rentrer une clé sur le côté, mettre un code, c'est compliqué. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour marier la sécurité avec l'expérience utilisateur, avec l'UX? Et je crois que Enfin, pardon, vous êtes très loin, mais derrière toutes ces vitres. Je crois que l'idée de créer des interfaces simples, extrêmement simples, nous aussi, c'est notre combat chez Waller. Pour pouvoir rejoindre des usages de n'importe qui, pas seulement des experts en informatique, ça c'est vraiment un combat très important. Et l'alliance des deux, c'est le combo gagnant. Et je crois qu'ici vous avez autour de vous des gens qui travaillent à ça depuis des années. Et c'est plutôt, moi à mon sens, c'est la voie de la réussite pour notre tissu économique. D'accord. Et donc Xavier, oui, Olivier, vous voulez réagir? Deux, trois petites observations pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas. Je partage tout à fait l'approche de la différence entre la souveraineté et l'indépendance européenne. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans un autre secteur qui a connu les mêmes enjeux, les mêmes débats il y a 40 ans, au niveau européen, c'est le secteur spatial. Oui. Le secteur spatial, la doctrine européenne s'est fondée sur le niveau technologique suffisant pour pouvoir se préserver de manière indépendante l'accès à l'espace. Pour éviter justement, du jour au lendemain, de se retrouver sous une décision politique à l'époque américaine, de dire non, on n'envoie plus vos satellites ou on n'envoie plus vos données de recherche. Au niveau numérique, on se retrouve dans une configuration très similaire. Sur l'influence de l'Union européenne, moi je trouve qu'elle est importante, et notamment sur le RGPD, puisque au niveau international, en fait, le RGPD a très largement influencé la norme ISO 27701 sur la protection des données personnelles. Troisième point, où j'ai un petit point de désaccord, il ne faut pas aller sur Microsoft. Oui et non. C'est sûr que si on met tout dans le cloud sans se poser des questions, non mais si on ne se pose pas de questions de souveraineté, et de souveraineté personnelle du coup de sa donnée, de la protection de sa donnée, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure solution. N'empêche que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas d'abord une question technique, c'est avant tout une question de transformation des mindsets et d'accompagnement du changement, justement des collaborateurs, du management et de la direction. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à peine à être sensibilisés à la question de la protection de la donnée. Et là, on a des solutions. Je veux dire, on peut faire de l'hybride concrètement, techniquement, on peut faire de l'hybride sur SharePoint. On a besoin concrètement de protéger le volume des données critiques dans un patrimoine informationnel, c'est 10 à 15% en moyenne maximum sur le volume total du patrimoine informationnel. C'est ce 10 à 15% en fin de compte qui doit être inaccessible. Et pour ça, on a des solutions, sachant que par définition, le risque zéro n'existe pas. Donc à partir de là, il y aura toujours une voie d'entrée dans une donnée. Aujourd'hui, on a un développement massif des fraudes d'engineering, d'ingénierie sociale sur les intrusions, qui font qu'on aura beau être sur un cloud souverain, on trouvera le moyen d'accéder à un moment à un autre données qui sont accessibles. Oui. Alors. Ouais, je vais réagir à la réaction. Thomas, il n'a pas dit faut pas y aller parce que Microsoft potentiellement n'est pas sécurisé. Et il a dit faut pas y aller si on veut être souverain. Non, il a dit il faut pas y aller si on veut être souverain. Et sur ce point, il a absolument raison. Si on veut être souverain, on ne peut pas continuer à donner tous nos services numériques et toutes nos données aux éditeurs américains, même s'ils les hébergent en France. C'est pas possible.
On n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui on est dans une situation d'ultra-domination technologique et l'élément important c'est de savoir quel est le lien entre la souveraineté et cette domination technologique. Et l'élément qui est important ici, c'est de comprendre que le numérique est clé dans nos vies, est clé pour l'économie, est clé dans nos vies personnelles. On a tous des téléphones numériques dans nos poches qui traitent nos données tous les jours, on se balade avec, ils nous traquent partout. Et donc si on a ça dans les mains d'acteurs étrangers, eh ben, on ne peut pas être souverain. C'est pas possible. Alors du coup, je rebondis à tout à l'heure, mais alors du coup, c'est pas une question de sécurité, c'est une question de souveraineté. Voilà, c'est pour ça. Mais je rebondirai tout à l'heure, mais. Oui. Parce qu'Olivier, du coup, voilà, vous distinguez sécurité et souveraineté. Enfin, c'est pas exactement le même. Voilà. Mais Xavier, du coup, on a parlé d'open source, donc vous allez répondre à cette question parce que l'open source, c'est en tout cas pour un particulier, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser que les solutions clés en main. Enfin, comment vous faites pour proposer des solutions qui sont adoptables facilement par les collaborateurs? Et quel est le rôle du coup de l'éditeur, de l'intégrateur, de l'éditeur-intégrateur dans une entreprise avec des solutions complètement fondées sur l'open source? Comment on fait pour que ce ne soit pas une usine à gaz ou une complication? Voilà. D'accord, très clair, merci. Alors c'est là où le rôle de l'éditeur ou de l'intégrateur de solutions open source prend tout son sens. C'est vraiment d'avoir la capacité de s'appuyer sur ces technologies. C'est une vraie opportunité, hein. Donc je prends une petite parenthèse là. Typiquement nous sur la partie de messagerie instantanée on s'appuie sur une solution qui s'appelle Matrix. Matrix aujourd'hui équipe le NHS en Angleterre, donc l'équivalent de la sécurité sociale, et la Bundeswehr, donc l'armée de terre allemande. Voilà, donc il y a des gages en matière de sécurité de l'information qui sont absolument énormes. Ça draine forcément tout un écosystème, toute une dynamique, puisque c'est des gens du coup qui sont financés, qui bénéficient d'une communauté de développeurs très important. C'est un gage de pérennité pour les gens qui voudraient s'appuyer sur ces solutions-là. C'est un gage de sécurité aussi, puisqu'en cas de problème, comme tu disais, le risque zéro n'existe pas. Bon, bah voilà, on découvre une faille, on sait qu'on va avoir une communauté de développeurs à même de réagir au plus vite. Voilà, donc c'est extrêmement porteur, extrêmement rassurant de s'appuyer sur ces solutions-là. Et puis effectivement, quand on est sur une brique open source, on est des fois, quand on développe, on est peut-être des fois un petit peu éloigné du client, et il y a des choses qui peuvent être améliorées sur plusieurs aspects. Donc déjà le premier aspect, c'est comment je le mets en œuvre, hein. On ne peut pas prendre simplement le code source sur GitHub et puis déployer sur une VM et puis espérer que ça marche. Il y a tout un travail d'intégrateur à réaliser derrière. Et puis derrière, il y a également le travail qui peut être fait autour des applications, autour des clients. La volonté de certaines plateformes technologiques, c'est justement de mettre en avant tout leur potentiel, toute leur richesse fonctionnelle, toute leur possibilité d'intégration. Et forcément, par rapport à des cas d'usage très spécifiques, je vais prendre un exemple. Ma compagne est avocate, elle utilise notre solution donc basée sur Matrix. Et il a fallu simplifier à l'extrême les interfaces parce que, non pas qu'elles soient mauvaises, mais c'est juste que c'est pas son métier de l'apprendre de la technologie. Elle a aucune appétence pour ça. Généralement, quand on parle de sécurité des données, de confidentialité, comme tu disais, c'est peut-être 10 à 15% d'une entreprise, on va parler forcément au top management. Le top management a autre chose à faire que d'apprendre du logiciel et ne va pas chercher forcément la course à l'intégration. On parlait de Shadow IT, c'est parmi les premiers à utiliser derrière du WhatsApp parce qu'on se demande qui accède à mes données, la DSI, Microsoft, c'est très bien, mais c'est peut-être un petit peu compliqué, un peu trop riche fonctionnellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc il y a vraiment cette valeur ajoutée de la part de l'éditeur intégrateur à adapter les clients, les applications, vraiment au cas d'usage, à la verticale, au secteur, mais basé, en tout cas dans ma philosophie, dans notre philosophie Watcha, sur des briques de base open source, je dirais par conviction et également parce que ça nous paraît, comme je le disais, très prometteur en termes de sécurité et de maturité des solutions en place. Nous, ça nous ouvre clairement des marchés, hein, puisque quand on met en avant justement, je vais parler cette fois-ci par exemple de Nextcloud sur la partie drive partagé, et ben ça a une force d'image, c'est un vecteur et c'est un côté très rassurant pour nos clients. Sophie, alors on va continuer avec sécurité versus efficacité. Et là, mettons une boîte qui a des projets très sensibles, il faut vraiment que ce soit très sécurisé, mais les utilisateurs les collaborateurs sont novices en informatique. Comment on fait
comment on met en place un outil pour voilà, sur un projet sensible, comment on assure la sécurité tout en assurant la possibilité de travailler pour les utilisateurs. Je vous laisse... Alors, déjà, quand on veut mettre en place un outil comme ça, c'est qu'on cherche à fluidifier l'information, c'est qu'on cherche à pouvoir travailler en équipe de manière agile, fluide, rapide, simple. Je vous rejoins complètement. Et donc, a priori, dans un premier temps, ce n'est pas forcément la sécurité qui vient à l'esprit, c'est effectivement l'information qui circule, etc. Ensuite, les entreprises se posent effectivement, une fois que ça s'est mis en place, la question de la sécurité. Et là, c'est assez drôle, et ce qu'on voit en général, c'est qu'au début, on est à peu près à un niveau 0 de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne s'en est pas préoccupé. Puis dès qu'on commence à se poser une ou deux questions, quand même, ne serait-ce que qui a accès à quelles données, finalement, l'individu comme l'organisation tombe très vite dans une parano. Et on passe de zéro sécurisation des données à il faut absolument tout verrouiller et savoir où tout est en temps réel. En réalité, la bonne façon d'aborder les choses, c'est pas cette parano totale ou cette absence totale de réalisation même de la sécurité. C'est finalement une méthode un peu de riposte graduée. Donc la première chose à faire pour une entreprise ou des individus qui travaillent ensemble, c'est de se dire quel est mon besoin de sécurisation et d'avoir la réponse en face qui correspond à ce besoin. En réalité, dans une entreprise, nous, ce qu'on voit, c'est que les projets réellement sensibles, qui ont réellement besoin d'un très haut niveau de sécurité, c'est 5% des projets d'une entreprise. Donc on n'a pas forcément non plus besoin de sortir l'énorme artillerie pour l'ensemble de l'entreprise. Donc déjà, avoir peut-être différents niveaux de gestion des données dans une entreprise. Et donc comment on fait pour savoir ça? Finalement, c'est un peu connaître les critères selon lesquels il faut avoir plus ou moins une riposte ou très cool, ou très très chiffrée, voire encore d'autres niveaux de sécurité encore plus élevés que le chiffrement. Et finalement, ces critères sont assez basiques et assez simples, notamment pour un dirigeant d'entreprise, parce que je vous rejoins effectivement, c'est des questions de direction d'entreprise. C'est bêtement combien d'argent je perds si je perds ces données ou on me les vole, à quel point je suis à risque en termes de business. C'est est-ce que mes données sont rares? Donc potentiellement, s'il y a perte ou vol, est-ce que c'est un actif que je perds? Ou est-ce qu'il y a sur le marché des gens qui seraient intéressés pour essayer de me les piquer, et donc est-ce que je vais être sujet à des attaques? Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on sait à quel niveau on doit sécuriser. Alors du coup, maintenant qu'on arrive à la question de comment je sécurise. C'est vrai qu'on a cette idée de la dichotomie entre c'est pratique, c'est agile et c'est sécurisé, et on a l'idée que c'est pas forcément compatible. C'est de moins en moins vrai que c'est pas compatible, parce que nos puissances de calcul évoluent, sont de plus en plus puissantes. Donc finalement aujourd'hui, même quand on chiffre des données, on ne perd pas tellement en fluidité de l'information, et nos plateformes collaboratives, nos espaces de travail digitaux restent très performants. Alors il y a d'autres problèmes qui se posent. Outre un problème, je parlais de puissance de calcul, mais bêtement écologique, qui va quand même un jour se poser aussi, sur le fait que chiffrer, ça fait énormément travailler de serveurs et de chiffrage, donc écologiquement, ça peut poser un problème. Mais sans aller jusque là-bas, il y a d'autres problèmes au chiffrement, notamment, si je prends l'exemple du chiffrement, qui est par exemple que si on chiffre, évidemment, on chiffre effectivement de bout en bout. On en parlait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de chiffrer un document si finalement les métadonnées du document ne sont pas elles aussi chiffrées, et que finalement on a un peu l'idée de ce qu'il y a dans le document juste en regardant les métadonnées. Et ça, ce que ça pose comme problème, c'est qu'une des fonctionnalités qu'on doit tous avoir sur nos espaces de travail, c'est le search. Aujourd'hui, effectivement, il y a multiplication des documents, il y a multiplication des canaux, il y a multiplication de tout. Et donc finalement, on ne sait plus forcément gérer où est rangé quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans une barre de recherche, on cherche le document, on le trouve. Avec le chiffrement de bout en bout, le search a disparu. D'où encore l'idée de se dire, peut-être chiffrer tout dans la société, c'est finalement contre-productif, parce qu'on a tellement sécurisé qu'en fait, on n'accède même plus nous-mêmes à nos données. Donc là encore, se dire à quel moment c'est pertinent d'avoir cette sécurité pour garder quand même la fluidité du travail.
donc finalement, ça revient, si on poursuit mon raisonnement, ça revient à dire que le chiffrement, il faut qu'il soit dans une des zones, la zone la plus sensible. Ce qu'on est en train de voir en apprenant, chez Wimi, on a développé Wimi Airboard, qui est la version de Wimi en mode ultra sécurisé et chiffré de bout en bout. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que si je prends l'image d'un coffre-fort dans une maison, en fait, c'est pas juste le coffre-fort qu'il faut sécuriser, mais la zone autour. Et finalement, sans sécuriser toute la maison, si on sécurise le coffre-fort et la pièce dans laquelle il est, globalement, tout le monde a accès à tout ce dont il a besoin dans cette pièce sécurisée, et tout se passe bien, tout est sécurisé, tout en n'empêchant pas tout le reste de la maison de vivre de manière fluide et peut-être un peu moins sécurisée. Et puis on a beaucoup parlé de chiffrement, mais finalement le chiffrement c'est peut-être pas encore la panacée, et là encore, tous les jours il y a des nouvelles technologies, tous les jours il y a des nouvelles choses qui nous permettent de sécuriser et de ne pas forcément enlever une facilité d'usage. Le chiffrement, c'est pas la panacée, vous serez peut-être sans doute d'accord avec moi, ou vous aurez d'autres vues, mais parce que le chiffrement, finalement, ça tient aussi à une clé de chiffrement. Donc aujourd'hui, dans tous les meilleurs chiffrements, évidemment, le provider du chiffrement n'a pas sa propre clé, la clé se situe encore ailleurs, de manière à ce que ce soit ultra sécurisé. Si je laisse la clé du coffre-fort dans la même pièce que le coffre-fort, c'est un peu dommage, quoi. Donc cette clé du chiffrement peut être ailleurs, mais quand même, il suffit de trouver la clé du chiffrement pour tout faire. Alors il y a des méthodes alternatives de sécurité qui sont la double authentification qu'on voit de plus en plus sur plein de sites, notamment les sites bancaires, etc. Il y a l'IA qui va beaucoup nous aider, ou parfois même, on peut se dire qu'avec l'IA, demain, la sécurité, ce sera plus tellement ça va être plutôt la surveillance, c'est-à-dire que plutôt qu'essayer de restreindre l'accès, on va laisser tout le monde avoir accès, mais on regardera les comportements anormaux. Si tout à coup on voit un user télécharger en masse des données, c'est pas un comportement normal et là on agit. Bref, il y a plein d'autres choses et après je finis, c'est promis. Et je vous rejoins complètement sur l'aspect, donc là on parle de techno un peu high level et on est tous mordus de ça et on veut ça pour nos solutions, mais nous on accompagne énormément aussi les gens à ça, parce que finalement la sécurité aujourd'hui des données, elle est la techno fois l'humain, l'usage. S'il y en a un des deux qui tombe, sans techno, l'humain ne peut pas sécuriser ses données tout seul. Mais la techno, aussi pointue soit-elle, si l'usage à côté est déficient, il n'y aura pas de sécurité non plus. Et donc l'humain, c'est effectivement par l'accompagnement, par l'awareness, excusez mon Jean-Claude Vandamiste, donc que les gens dans une entreprise soient conscients qu'il y a des potentielles failles informatiques, donc on ne transfère pas parce que c'est plus facile un fichier via WhatsApp, on ne prend pas la clé USB qu'on a trouvée dehors pour voir ce qu'il y a dessus, parce que tiens, c'est quoi ce truc-là. Bref, ces comportements-là, et la formation aux bons usages collaboratifs. Et ce qui est agréable pour les utilisateurs, c'est que finalement, cette formation aux bons usages collaboratifs, on les forme en même temps à être plus efficaces, à travailler mieux, à travailler de manière fluide, en même temps qu'on les forme à cette sécurité de l'information. Eh ben, merci beaucoup, c'était super. Et alors, on reviendra sur ce côté humain après, mais avec Ludovic, j'ai une dernière question technique. Donc, on a parlé d'accessibilité, de sécurité versus efficacité. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre la protection des données et la propriété des données? Ce n'est pas exactement la même chose. La personne qui les protège peut ne pas en être propriétaire. Je pense que c'est un thème important, le thème de la dépendance du coup aux plateformes. Et puis du coup, je sais que vous avez une réflexion sur la notion de confiance. Vous avez parlé de parano et sur la notion de confiance versus les données. Voilà. Oui. Alors, en fait, nous, un constat qu'on doit faire, c'est que on a une évolution de la technologie et entre autres pour les entreprises, cette évolution, c'est beaucoup déplacer les services informatiques de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur. Alors, il y a des bonnes raisons derrière, du point de vue efficacité, économie, etc. Ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, c'est on parle beaucoup d'efficacité et que le collaboratif, c'est là pour être efficace. Donc on met l'efficacité comme le Graal, c'est absolument, on a besoin d'être super efficace. Voilà. Alors le problème qu'il y a avec ça,
c'est que ça génère tout un tas de nouveaux problèmes, entre autres du point de vue de la sécurité et de la vie privée. Donc, quels sont un peu ces problèmes? Et quand on prend justement si on met toutes nos données sur le cloud, qu'on soit petite entreprise, particulier ou grande entreprise, on est en train de créer il faut des nouveaux systèmes pour gérer cette relation avec notre fournisseur. Donc on n'est plus maître ni de notre device, ni de nos appareils, ni des services qu'on utilise, donc des services qui utilisent ces données. Donc on est en dépendance. Donc alors on peut le traiter de façon contractuelle, mais donc on a un contrat qui dit vous devez bien protéger nos données. Maintenant le problème c'est quand on regarde, donc déjà il y a plein de gens qui n'ont pas de contrat. Les TPE aujourd'hui foncent sur les services gratuits qui se baladent sur Internet. Les particuliers sont sur des services gratuits qui sont sur Internet. Alors, petite note justement sur ces particuliers, ils se font traquer parce que c'est le business model des services gratuits sur Internet. Les particuliers sont suivis partout, on sait tout sur eux, on leur vend de la publicité, et on les manipule sur des problématiques démocratiques. Aujourd'hui, il y a tout un tas de documentation sur ce sujet aujourd'hui qui montre qu'il y a eu des manipulations électorales à travers Facebook et qui sont liées à tout ce système de tracking généralisé qui existe. Alors si ce système de tracking généralisé était encore que sur les particuliers, on pourrait dire bon bah ok, bon allez, on accepte, mais c'est inacceptable. On a un problème démocratique à long terme du fait qu'on n'a aucun contrôle de ce qui est en train de se passer dans ce marché du grand public. Voilà. Donc on a un problème, mais alors, les entreprises ont aussi des employés qui finalement font du bring your own, au-delà du bring your own device, ils font bring your own service. C'est-à-dire ils utilisent les services gratuits qui sont sur Internet pour leur travail. Oui. Donc pareil, on a des données partout qui traînent sans contrat. Donc il n'y a même plus de contrat. Alors la RGPD est censée réglementer un peu ça, mais elle n'est pas respectée si on regarde. Alors ça m'amène en fait, si on regarde au niveau sécurité, c'est assez catastrophique ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a très très peu de contrôle sur ce qui se passe. Alors après, si on revient à l'entreprise, on met nos données sur des services en ligne, alors américains entre autres, donc problématique de souveraineté et de sécurité. Donc Trump peut éventuellement demander l'accès à ces données, donc problématique de souveraineté. Mais même au-delà de ça, à entasser des données d'entreprises au même endroit, on est en train de construire des banques où il est très intéressant de venir les attaquer. Donc on crée des situations en fait où on peut venir voler les données. Alors c'est là où nous, on est arrivé à une réflexion, c'est, attendez, si le service cloud est une banque, il faut peut-être se poser de la question comment on va protéger l'information qui est dedans. Alors on peut choisir de dire je vais faire des murs autour de la banque, et en général c'est ce que disent les services cloud, ils disent il n'y a pas de problème, on s'est occupé de tout, on est très très fort, on a mis des murs de sécurité autour de vos données, et on s'est occupé de tout, il y a zéro problème. La réalité, c'est qu'il y a plein d'exemples de vol de données, voire on ne sait même pas qu'elles ont eu lieu, et on les retrouve 5 ans plus tard, on retrouve les données, fuite de données personnelles de tel ou tel service en ligne qui avait stocké toutes les données de ses clients, etc., etc. Alors nous, on est arrivé à la conclusion que le chiffrement était quelque chose de très important, finalement, de très très important. C'est que si on a chiffré de bout en bout la donnée, on améliore significativement le niveau de sécurité du système. Alors la question après, c'est est-ce qu'on arrive à obtenir toute la facilité d'utilisation? Parce que là, on vient à chiffrement contre efficacité. Ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est peut-être qu'on ne peut plus faire de recherche. Alors, justement, nous, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 4 ans avec CryptPath, c'est qu'on montre, étape par étape, développement par développement, en fait, qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire qu'on peut atteindre de la facilité d'utilisation dans un système chiffré. Matrix le montre ou Signal le montre sur du chat, c'est tout à fait possible. Donc à partir de là, si on arrive à faire du chat chiffré, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais pourquoi on continue à en faire qui n'est pas chiffré? Nous, on montre sur l'édition collaborative qu'on peut faire de l'édition de documents en temps réel 100% chiffré, en sécurisant les données. Et on arrive à une ergonomie qui est bonne.
Et nous, on pense qu'on peut faire de la recherche. Peut-être qu'on arrêtera de faire un peu de machine learning. Alors, pour les entreprises, il faudra voir les impacts que ça peut avoir sur les bénéfices de recherche, etc. Par contre, pour les particuliers, ça sera peut-être une bonne chose. Hein. Parce que, alors, j'ai entendu aussi une autre chose tout à l'heure, c'est que le chiffrement pouvait coûter beaucoup d'électricité, enfin de puissance sur le serveur. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que on a un service qui est très peu consommateur au niveau des serveurs, parce qu'en fait, en ayant reconstruit tout le système sur le chiffrement, on a déporté une grande partie des actions au niveau du poste utilisateur. C'est-à-dire que le serveur, il ne fait pas de chiffrement. C'est bout en bout, donc c'est les clients qui font du chiffrement, c'est les clients qui font les applicatifs. Le serveur fait beaucoup moins de choses, et donc globalement, comme on est aussi contraint par les capacités du poste utilisateur, on a globalement un service qui est plutôt économe en énergie par rapport au service qu'il rend. Et ça, c'est plutôt une bonne chose quand on regarde les points de vue écologiques au niveau du long terme. Hein. On n'a pas le Bitcoin est peut-être un autre cas qui est un problème écologique autour de la technologie elle-même. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que sur le service d'édition collaborative, on a un service qui est extrêmement économe en consommation énergétique au niveau des serveurs, et finalement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais alors, mettons que vous fassiez faillite et que vous partiez vous cacher sur une île, les données de vos clients, qu'est-ce qui... Alors ça, c'est un bon point, d'ailleurs, ça nous amène aussi sur le sujet de l'open source, pour une autre raison. Sur l'open source, qui est un point où je voulais aussi réagir, parce que je partage ce qui a été dit par... J'ai oublié ton... Xavier. Et je partage ce qui a été dit par Xavier sur l'open source permet l'audit, et c'est quelque chose de très important. Alors l'open source permet aussi autre chose, il permet la collaboration internationale, et donc on peut atteindre grâce à ça la souveraineté nationale tout en travaillant au niveau européen. Et ça, c'est un point que justement, c'est pour ça que de mon point de vue, je pense qu'il est nécessaire de penser la souveraineté au niveau européen pour des raisons d'effet d'échelle. Sinon, on n'arrivera pas à être compétitif sur les offres seul pays par pays. C'est extrêmement compliqué. Et donc, on peut l'atteindre au niveau, en travaillant en collaboration au niveau européen. Mais en collaborant à travers l'open source, on peut être chacun souverain, parce qu'on va réutiliser les technologies, on va collaborer sur des technologies qu'on partage. Alors que si on essaye de faire un grand leader technologique européen du software, et ben finalement c'est le pays qui le contrôlera, qui sera souverain. Les autres seront dépendants de cette technologie. Sur les données au niveau du particulier, alors il n'y a pas de problème avec le chiffrement, c'est juste la dépendance des clés, sur les clés. C'est-à-dire que la problématique qu'induit le chiffrement, c'est plutôt les gens qui ont tendance à oublier leur mot de passe. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose effectivement que nos utilisateurs comprennent pas toujours, c'est que quand ils nous contactent en disant j'ai perdu mon mot de passe, est-ce que vous pouvez me le régénérer, ce qui est la façon dont fonctionnent tous les services en ligne sur Internet aujourd'hui. Et ben nous on peut pas. Et alors d'ailleurs c'est un bon test, hein, parce que si on répondait oui, on peut vous changer votre mot de passe, ça veut dire qu'effectivement on pourrait lire les données de nos utilisateurs. Donc on ne les sécuriserait pas en réalité. Nous on pourrait espionner les données de notre utilisateur. Alors donc on a mis un gros bouton rouge à la création du compte. Nous ne pouvons pas récupérer votre mot de passe. Si vous le perdez, si vous le choisissez pas bien, si vous faites pas attention, vous allez le perdre. Alors ça veut dire, de toute façon, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est faites des backups. Oui. Les utilisateurs ne se rendent pas compte qu'en fait à tout moment c'est très facile de perdre les données, et les services cloud peuvent les perdre aussi, hein. C'est-à-dire que le risque avec les services cloud, c'est pas forcément qu'ils vous les perdent parce que finalement mais ils peuvent vous fermer le compte, hein.
ils peuvent décider que finalement, ah bah vous avez oublié de payer la facture, alors on va fermer le service et on efface les datas. Donc il peut se passer beaucoup de choses avec les données, et donc les utilisateurs et les entreprises ont tendance à mal les sécuriser. Donc déjà, sauvegardez vos données. Et pour les clés, alors il y a des solutions pour essayer de traiter ces problèmes. On a prévu de le faire dans le futur, c'est que vous pouvez mettre en place des systèmes de récupération de clés à base de personnes de confiance. C'est-à-dire vous pouvez définir 4 personnes de confiance et vous donnez votre clé à ces 4 personnes, chacun ayant un bout, et si vous récupérez les 4 personnes, vous récupérez votre clé. Mais alors là, ce qui peut mettre en place un système de récupération de mots de passe similaire et sécurisé. Donc il y a derrière, juste ce que je veux dire, c'est que finalement derrière chaque problème potentiel lié au chiffrement, il y a des solutions, et tant qu'on ne rend pas le chiffrement plus prévalent, personne va essayer de les mettre en œuvre et de travailler dessus. Donc le problème, c'est qu'en restant dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, sur des systèmes peu sécurisés, on ne travaille pas sur la mise en œuvre des solutions dont on a besoin pour réellement sécuriser les données, aussi bien des particuliers que des entreprises. Donc c'est quand même une prise de... Faites des backups, mais aussi soyez responsable de votre mot de passe, de votre manière... Et donc, Olivier, vous vouliez réagir tout à l'heure, je pense que c'est alors, je ne vais pas réagir sur tout parce que comme je parle beaucoup, ça prendrait beaucoup de temps. On a plus que 5 minutes. Juste sur ce dernier point qui est fondamental, qui tient justement à la prise de conscience et à la formation des utilisateurs. C'est pas seulement à de nouveaux outils ou à de nouvelles technos qu'on va mettre en œuvre, qui effectivement seront un peu plus contraignantes à un moment ou à un autre. Quand bien même le degré de contrainte n'est quand même pas très élevé aujourd'hui, parce que les outils sont quand même relativement bien pensés. Néanmoins, cette question aujourd'hui du changement de mot de passe, rien que ça, hein, le changement de mot de passe aujourd'hui, je pourrais poser la question, qui change son mot de passe régulièrement tous les 90 jours par exemple? Voilà, 2 sur 4, 7... Bon, en gros, un petit 20%. Rien que ça. Qui a un mot de passe aujourd'hui sur des standards, des standards sécurisés? Bon, moi aussi, je me lève la main, mais vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'il y a d'abord une question d'acculturation. D'autant qu'on est entre personnes qui viennent, qui sont... Voilà, et ce qui est essentiel, c'est le choix des mots. Et c'est là-dessus, en fin de compte, que je voudrais peut-être synthétiser ce qu'on vient de se dire. Et nous, la manière dont on le perçoit chez Eliadis, et sur lesquels on a... Moi, j'ai eu un cas client, par exemple, qui permet de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Cas client dans le secteur bancaire sur, Microsoft 365. Problématique Cloud Act. Problématique de souveraineté soulevée par le nouveau RSSI qui arrive, qui dit « ça me pose un problème ». Là, il y a 3 manières d'aborder le sujet. Soit, vous dites à Microsoft, je suis désolé, monsieur Microsoft, mais je veux plus travailler avec vous. Ce qui, pour lui, même pour le RSSI, disait c'est inenvisageable aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On panache les technologies. Donc, on peut se retrouver avec des CASB ou des systèmes de chiffrement européens, voire français, qui permettent, à défaut d'avoir la donnée qui est stockée en France, qui est stockée sur autre chose qu'en France, au moins des clés de chiffrement français. Donc, la donnée et pas beaucoup plus difficilement accessible. Deuxième point, hybridation des infrastructures. C'est-à-dire que même en matière de souveraineté, on garde un serveur SharePoint en local pour les données les plus critiques, y compris pour la souveraineté. Le reste part dans le cloud en disant, bon, encore une fois, le risque zéro n'existe pas et tout est un trade-off. À partir de là, j'ai une solution qui permet quand même de couvrir un nombre important et significatif de critères. Troisième point, formation des utilisateurs aux problématiques de gouvernance. Et en fin de compte, cette formation, elle vient à quoi? Elle revient à dire et à redonner aux utilisateurs la conscience de leur valeur ajoutée dans leur production, dans leur travail. Et c'est cette prise de conscience-là donc, qui fait que leur travail a besoin de protection par leur comportement, par les technologies qu'on met en place, et que oui, peut-être que ça se fera à la marge, vraiment à la marge, au détriment de la fluidité, ce qui reste encore à prouver aujourd'hui.
Thomas, est-ce que vous, sur cette prise de conscience en fait des utilisateurs? Alors, ce que je pense d'abord, c'est que dans les entreprises, nous devons mettre en place des politiques de sécurité qui soient comme un règlement intérieur. Donc ça, c'est sur l'aspect du collaborateur. Et après, effectivement, toute la chaîne en fait, des décisionnaires doivent prendre conscience de ces aspects de sécurité. C'est très important, effectivement. Il y a parfois des alternatives. Il ne s'agit pas forcément de tout rayer de la carte des SI, mais il s'agit d'aller se poser les bonnes questions, comme vous l'avez dit, savoir quel est le domaine qui est à sécuriser, comment faire, est-ce que ça concerne tout le monde, etc. Mais je pense que la force des politiques de sécurité, c'est quand même extrêmement important. Par exemple, vous avez posé la question sur les renouvellements de mots de passe. Ça ne devrait même pas être une question, ça devrait être implémenté. Même chose sur la complexité, même chose, vous avez parlé de MFA tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, toutes ces choses-là, elles vont venir aussi par ces métiers de la cyber qui rentrent dans nos entreprises. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'efforts pour faire rentrer les métiers de la cybersécurité dans les PME. Alors ça, c'est quand même important, parce qu'elles sont les plus fragiles, et combien on a d'entreprises qui ont reçu un ransomware et qui sont tombées. Enfin voilà. Donc c'est, je crois, en forte évolution, mais pas une évolution vers le solutionnisme, mais plutôt vers eh bien, la montée en compétences. Parce que quoi qu'on en dise, de chacun. Oui, de chacun. Quoi qu'on en dise, il faut. C'est tout de même très technique. Il faut comprendre les choses. Il y a du vocabulaire. Enfin, vous voyez. Et donc, je crois que la formation professionnelle peut servir à ça. Et puis, c'est ce qu'on dit dans les normes de sécu ou dans les certifications. Il faut que les collaborateurs soient sensibilisés régulièrement, qu'on leur explique, qu'ils deviennent aussi capables d'expliquer à leurs propres équipes. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste échelle chez Waller, mais même des gens qui n'étaient pas forcément acculturés au principe de sécurité, tout le monde est capable de comprendre. En réalité, la cyber, c'est bête comme chou, sauf qu'il y a un vocabulaire, sauf qu'il y a plein de domaines, etc. Mais c'est compréhensible. Xavier, vous pensez aussi que tout le monde est capable de comprendre et que chaque personne peut être porteur de... Oui, alors je rejoins complètement le premier principe de sécurité, c'est quand même l'éducation des utilisateurs par rapport à une bonne hygiène, par rapport à des bonnes pratiques. Après, je reste quand même convaincu que c'est quand même la technologie qui doit permettre d'apporter un maximum de garanties. On ne peut pas se reposer uniquement sur de l'humain. Je rejoins complètement Ludovic quand il dit que maintenant on peut employer du chiffrement de bout en bout quasiment de partout, ce qui apporte quand même les meilleures garanties sans nuire aux usages. Je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là pour ne pas justement reposer sur l'humain. Je pense que le politique a un grand rôle à jouer justement par rapport à ça. Il y a un rapport parlementaire qui a indiqué que c'était la voie à souhaiter parce que derrière, effectivement, on se pose des questions, on les a soulevées autour du Cloud Act, etc. Il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre, mais c'est quand même assez complexe. C'est pas forcément à la portée de n'importe quelle petite et moyenne entreprise. Et puis quand même, il peut subsister une part raisonnable de doute sur des portes dérobées, sur des moyens d'accéder quand même aux données. Donc pour moi, le chiffrement de bout en bout reste la meilleure arme, tout en préservant les usages, évidemment. Et le politique doit inciter dans ce sens-là. On l'a vu encore récemment là, avec Donald Trump qui a quasiment interdit du jour au lendemain l'accès à TikTok pour éviter que les données ne partent en Chine. Évidemment, c'est extrêmement violent. Sans aller jusqu'à cette violence, le politique a à minimum un rôle de vigilance et peut-être aussi de pousser des lois, des obligations aux entreprises de manière à ramener un petit peu de bienveillance et de sécurité. Effectivement, c'est pas normal que des données personnelles d'adolescents se baladent, on ne sait pas trop où sur Internet. Sophie, il faut faire un dernier mot. Qu'est-ce que doit retenir finalement la personne qui a assisté là en réel ou qui regardera la table ronde? Qu'est-ce qu'il faut avoir retenu et qui peut changer dans notre vie après professionnelle? J'ai le rôle difficile là. Oui. Je pense qu'il faut avoir retenu que effectivement la sécurité est peut-être quelque chose qu'on a moins abordé, mais la data privacy aussi, il y a au-delà de la sécurité, il y a toute la privacy, est une question centrale et qui doit être clé dans l'entreprise.
D'autant plus en ce moment, en pleine période de Covid, où du jour au lendemain, on peut être tous amenés à travailler à distance, parfois avec les moyens du bord. Donc il faut que ce soit de moins en moins les moyens du bord, il faut que ce soit pensé et réfléchi. Il faut que le niveau de stratégie et de priorisation de cette sécurité soit réfléchi. Et l'essentiel, comme on vient tous de le dire, c'est technologie et humain. De la même façon qu'aujourd'hui, on ne demande pas à tous les gens qui conduisent une voiture de savoir construire la voiture, mais on leur demande d'avoir le permis et de comprendre un minimum de la mécanique s'il leur arrive une tuile. Donc de savoir bien se comporter et comprendre l'écosystème. Je pense que de la même façon, dans tous nos espaces de travail collaboratifs aujourd'hui, il faut avoir compris la philosophie, il faut savoir comment se comporter, et avec la technologie qui n'arrête pas d'avancer, et je crois qu'on y travaille tous pour que ce soit aussi fluide que possible et aussi sécurisé que possible, normalement tout devrait bien se passer. Merci Sophie Guigné de WIMI, Thomas Foré de Waller, Ludovic Dubost, XWiki, Olivier Debels, Eliadis et Xavier Lecomte, Watcha. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.